Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de marché de ce mercredi 26 janvier 2022, Trading University Center. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Un webinaire assez important dans le sens où on est mercredi 26 et donc on va assister tout simplement à la réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui aura lieu ce soir avant de démarrer et de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Donc, que ce webinaire est tout simplement donné à titre informatif et éducatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Alors, on a attaqué la semaine assez forte hier, enfin avant-hier, même hier, avec des tensions géopolitiques. On en a parlé, notamment les incertitudes aussi au niveau de la Fed. On a pu constater dernièrement donc une hausse quand même très très importante au niveau de la volatilité et des indices qui ont failli perdre pied. Mais heureusement, on va dire que Wall Street a justement sauvé les meubles, notamment en fin de séance déjà lundi dans un premier temps, et ce qui a été suivi notamment ce mardi. Il y a quand même, voilà, ça a quand même clôturé dans le vert. Alors le S&P a quand même été proche de suivre une assez forte correction. On va parler tout à l'heure sur la partie macro. On parle effectivement, alors je l'avais évoqué hier, on parle souvent de correction lorsqu'un indice chute de plus de 10% et de bear market lorsque on a une chute de plus de 20%. Les investisseurs se montrent prudents en raison donc des tensions géopolitiques autour de l'Ukraine et de l'attente des décisions donc de la Fed américaine aujourd'hui. Par ailleurs, on a aussi une pluie de résultats aux États-Unis. Donc la Fed, bien sûr, aussi réunit son comité de politique monétaire donc, qui a démarré hier et se poursuivra aujourd'hui avec notamment la conférence de presse. Les investisseurs espèrent notamment à l'issue de cette réunion qu'elle pourra justement préciser ses intentions en matière de relèvement des taux et de réduction de son bilan. Deux éléments d'incertitude justement à l'origine déjà au niveau des turbulences sur les marchés lors des dernières séances, et ce qui avait justement entraîné une rotation sectorielle et déjà une chute du Nasdaq. Mais là, on a connu quand même une chute sur l'ensemble des indices, et surtout en Europe, où notamment l'indice parisien, le CAC 40, a quasiment touché presque 5% de retracement. Je crois qu'on a touché, il me semble, les 4,40, quelque chose comme ça. Bref, là, vraiment, une très forte hausse de la volatilité, ce qu'on appelle le VIX, des tensions, de l'incertitude. Bref, en tout cas, le risque domine. Sur le front géopolitique, comme on l'a évoqué hier, forcément, regain de tension entre Moscou et les puissances occidentales concernant donc la situation en Ukraine, où les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, enfin, parle de la France, pardon, l'Europe, ont décidé, enfin, la Grande-Bretagne et surtout les États-Unis, pardon, ont décidé d'évacuer leurs ressortissants en Ukraine, a également donc dissuadé, je dirais, la prise de risque lors de la majeure partie de la séance, notamment avant-hier et hier et également ce matin. C'est à peu près la même chose en Europe. Je trouve qu'on a repris une grande partie du terrain qui a été cédé, notamment à cause de ces fameuses tensions et aux incertitudes, bien sûr, sur la politique monétaire. Mais on a quand même pas mal de volatilité, de nervosité sur les marchés. Et je vois mal les marchés prendre des risques juste avant la réunion de la Fed ce soir. Donc là, plutôt un rebond technique, effectivement, hier aux US. Donc, on a eu une très, très belle remontada. Dans le sillage de cette remontada, forcément, les bourses européennes ont notamment, elles, suivi aussi ce rebond technique. Mais pour l'instant, à mon avis, on devrait évoluer sans grande amplitude à l'approche de la réunion de la Fed ce soir, très clairement. Et ces dernières, je dirais, permettra de donner un peu plus de visibilité aux investisseurs. Comme je le disais, les marchés devraient rester très volatiles faute de signes d'apaisement des tensions liées à l'Ukraine. Il y a actuellement les contrats sur les principaux indices américains qui préfigurent actuellement dans le rouge, surtout le Nasdaq.
et l'indice de volatilité de l'Eurostoxx 50, l'indice qui est le plus prisé des investisseurs en salle des marchés, se maintient à son niveau voilà, du plus haut de lundi voilà, depuis 2020, mais des marchés qui restent quand même sous pression. La Fed donc, qui a déjà entamé hier, donc c'est 2 jours de débat. Donc là, pareil, gros catalyseur de la semaine. Les marchés monétaires continuent donc de tabler sur un premier relèvement de l'objectif des taux des Fed Funds en mars, mais les débats restent ouverts sur notamment le nombre de relèvements à attendre d'ici la fin de l'année 2022. Et là, on voit déjà que les marchés commencent à perdre pied, à paniquer. Goldman Sachs, Crédit Suisse et notamment des grandes banques tablent sur 4 hausses de taux. Il y a une semaine, on parlait d'une hausse de taux de 50 points de base. Bref, là, les marchés ont besoin très clairement de signaux assez clairs, assez précis, voire même une certaine orientation. Donc, il va falloir que la Fed soit vraiment attentive à ce qu'elle, voilà, à son discours, que ne soit pas un discours entre guillemets bancal, auquel cas où les marchés, bien sûr, là, n'apprécieraient pas vraiment la démarche. Et je pense qu'au contraire, ils ont besoin d'un vrai Jérôme Powell qui soit clair au niveau de ses propos, qui définira un calendrier précis qui permettrait bien sûr au marché justement d'avoir de la visibilité et potentiellement de rebondir plus sereinement. Parce que là, actuellement, entre les tensions géopolitiques et les incertitudes monétaires, les spéculations sur une hausse de 50 points de base 4, voire même 5 hausses de taux en 2022. Bref, le sentiment que les investisseurs sont un peu perdus et qu'ils ont besoin d'un vrai guide, d'un guide comme voilà, qui est Jérôme Powell, qui est là pour, en tout cas, il a intérêt à guider les marchés ce soir pour éviter justement un dérapage incontrôlé. Donc, comme je vous le disais, la séance et la semaine notamment, surtout, on est très animé par plusieurs publications d'entreprises, publications de résultats. Donc, si on regarde un petit peu la partie, avant de parler de la partie macro, donc notamment le fameux catalyseur, qui pourrait permettre donc un rebond des indices. Donc là, on a eu des résultats, notamment, bon, je vous en ai parlé hier d'IBM, très très bon IBM après la clôture dans les échanges, puisqu'il faut savoir qu'IBM, après la clôture, a fermé aux alentours des 7%. IBM fait partie bien sûr du Dow Jones. Donc là, on a un bon point. Ce qui peut permettre également d'autres rebonds, c'est bien sûr Johnson. Alors Johnson Johnson a sorti un BPA plutôt positif à 2,13, un petit peu au-delà des prévisions des économistes, mais une performance en deçà. On a eu Verizon aussi, deux, trois valeurs du voilà, Johnson, Verizon, qui font partie du Dow Jones, qui sont sortis plutôt positifs. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est bien évidemment Microsoft, qui fait partie donc du Nasdaq, puisque Microsoft a une très, très forte pondération au sein de l'indice Nasdaq, et avec des résultats qui sont sortis très bons, que ce soit au niveau du PPA qu'au niveau de la performance, avec une capitalisation boursière de 2000 milliards 230 millions de dollars de capitalisation boursière. C'est juste voilà, une grosse tech qui est avec des résultats incroyables et qui est voilà, c'est un vrai bulldozer. Je pense que les opérateurs ont commencé bien sûr à retrouver un peu le moral. Ça bouge bien sûr au niveau des indices S&P ou même le Nasdaq. En tout cas, on n'a pas eu de déception, on n'a pas eu de Netflix entre guillemets bis, puisque Netflix, hein, si vous vous souvenez bien, a perdu quasiment 21% la semaine dernière. En tout cas, ce soir, avant la Fed, au niveau de la continuité des résultats des entreprises, on aura bien sûr Boeing. Boeing ce soir, Boeing, je crois que c'est avant l'ouverture de la séance, on aura Intel et bien évidemment Tesla. Je vous en ai parlé de Tesla. Enfin, pardon, je vous en parlerai sur la partie technique, les composantes du Dow Jones qu'on verra également sur la partie technique, l'indice de valeur industrielle et aéronautique. Vous avez également McDonald's. Bon, ce n'est pas une forte composante du Dow Jones, mais quand même. Surtout Apple, qu'on aura bien sûr vendredi. Et avec Chevron, dont on a parlé également hier sur la partie technique, Caterpillar, vendredi. Bon, là, vous le voyez pas sur le slide, mais font partie également de l'indice du Dow.
du Dow Jones. Très clairement, voilà, on a une semaine assez chargée d'un point de vue microéconomique, mais aussi d'un point de vue macro avec le catalyseur de ce soir, qui pourrait justement, encore une fois, permettre aux indices enfin de rebondir et avoir vraiment un vrai rebond technique. Les publications de résultats ont bien débuté. En Europe, ça sera plutôt à partir du 27, donc à partir de demain, où on aura Louis Vuitton, donc le LVMH qui va publier ses résultats, mais globalement, on devrait avoir des publications plus intenses en Europe à partir de la semaine prochaine. Bien sûr, là, je n'hésiterai pas une nouvelle fois donc, de vous partager le calendrier. Au niveau macro, l'indice de référence de la finance mondiale, le S&P 500, était tout simplement à deux doigts d'entrer en territoire de correction. Effectivement, on a atteint les 10% de retracement un peu plus. On a une très, très belle reprise derrière. Donc, on parle de principe que le S&P, que les indices, globalement, on parle de correction lorsqu'ils chutent justement ou qu'ils corrigent justement de 10% ou plus. Vous voyez, là, depuis 2017, très clairement, euh, c'est réglé un peu voilà, comme du papier à musique. À chaque fois qu'on a un retracement de 10%, hop, ça rebondit, un peu comme vous l'avez donc sur la configuration que vous avez ici. De nouveau, en 2020, bah, voilà, on a eu effectivement le crack lié au Covid, mais derrière, on avait rejeté une nouvelle fois de quasiment 10%. Et vous voyez que globalement, ce sont des niveaux de correction psychologique qui permettent bien souvent un rebond, voire un redémarrage très clairement quand même. Voilà, la clôture mensuelle, il y a des signaux qu'il faudrait surveiller, qui ne me plaisent pas forcément en données mensuelles. On le verra bien sûr sur la partie technique, notamment sur le dos. Mais bon, généralement, ils se ressemblent beaucoup. Donc, on le verra tout à l'heure sur la partie technique. À court terme, j'ai le sentiment que le marché potentiellement pour un rebond et que derrière la mèche sur le S&P, mais également sur tout ce qui est Bitcoin, suggère donc un assèchement des vendeurs et potentiellement un point bas de court terme, en tout cas propice le rebond. Bien évidemment, ici, c'était en 2018, lorsque la Fed a augmenté ses taux et les marchés avaient perdu pied et perdu quasiment 10%. Et derrière, rebond, derrière, on l'avait fait 20% de bear market. Et là aussi, pareil, la Fed avait fait volte-face. Donc, on n'a pas levé les taux en 2019, bien au contraire. Effectivement, le marché était reparti comme en 40. Et ici, je trouve qu'on a plus ou moins les mêmes similitudes avec 2022. Voilà pourquoi je me montre plus prudent. Une année, je pense, plus compliquée en 2022, très clairement, à court terme. J'estime qu'on a potentiellement fait un point bas, qu'un rebond est désormais envisageable. Mais sur l'année 2022, voilà, je vais vraiment surveiller la clôture mensuelle, car on va faire justement, après le point sur la partie technique, on a une similitude assez frappante avec 2018, donc 10% phase de correction, 20% on estime qu'on est dans un bear market, et bien évidemment, plus de 50%, on parle d'un crack boursier, plus de 30 généralement. Bon, 30, c'est un peu léger, mais quand même, tout dépend comment dirais-je, de la vitesse. Mais globalement, on part du principe que c'est plutôt 40-50% qu'on parle de crack boursier. Sur la partie au niveau du calendrier économique, quelques informations importantes aujourd'hui qui détermineront bien sûr la réaction, notamment sur le dollar américain. C'est bien évidemment ce soir, j'en ai parlé plusieurs fois, la décision de la Fed, ce soir à 20h. 20h. Donc, il n'y aura pas bien évidemment d'augmentation des taux aujourd'hui, à part voilà, une forte surprise, mais je ne pense absolument pas. Vous avez quelques décisions notamment de la BOC au niveau du Canada. Vous avez les stocks de pétrole aux États-Unis, donc les stocks de pétrole brut, la conférence de presse donc de la Banque du Canada, le communiqué de FOMC. Alors, on va passer sur la partie technique. Voici le programme du jour, Tesla, Dow Jones, OR, DXY. Donc, on va passer d'abord sur la partie de Tesla qui publiera ses résultats ce soir en clôture. Alors, on va passer sur Tesla. Alors, est-ce que j'y suis? Oui. Alors là, vous avez un graphique sous 4 unités de temps différentes. Alors déjà, avant de passer sur la partie technique, donc Tesla publiera ses résultats ce soir, après la clôture du marché américain. Chiffre d'affaires attendu 16,88 milliards de dollars, un BPA attendu aux alentours des 2,25 dollars par action.
Ce trimestre, les résultats donc, pourraient être relégués au second plan en raison bien sûr de l'importance de sa capitalisation boursière. On est dans un contexte macroéconomique qui se transforme donc de plus en plus en aversion pour le risque. Les valorisations deviennent de plus en plus dangereuses quand on regarde un petit peu les valorisations actuelles de ces entreprises. Depuis 2020, depuis que la pandémie a frappé, il faut savoir que Tesla a connu une croissance exceptionnelle, je dirais même remarquable, jusqu'au début du mois de novembre 2021, où les actions ont bondi de plus de 1000% au cours des 2 années précédentes. Mais voilà, comme je vous l'avais évoqué plusieurs fois, la menace des hausses des taux, conjuguée avec la vente d'Elon Musk des parts dans sa société, ça a touché tout simplement Tesla, qui a connu, donc, comme vous le voyez ici sur la partie graphique, d'environ 25% des gains qui ont été réalisés par l'action depuis le record des 1230 à peu près, des 1229 $. C'était le 4 novembre. Au début du mois, Tesla a annoncé que les livraisons annuelles de véhicules avaient augmenté de 87% en 2021, alors même que c'est confronté, même qu'on a tout simplement ce problème encore de pénurie de semi-conducteurs et d'autres pièces en raison donc des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Voilà, le constructeur a produit environ 930 000 véhicules en 2021. Plus de la moitié d'entre eux ont été fabriqués, en tout cas c'est ce qu'a estimé Crédit Suisse, ont été fabriqués à Shanghai. Voilà, Morgan Stanley envisage qu'on est en surpondération, qui ne voit personne qui puisse contester le volume de Tesla. Voilà, Tesla se développe de plus en plus sur plusieurs continents, sur 3 continents, et continue d'achever sa construction de nouvelles usines, que ce soit à Austin, Texas, même à Berlin. Maintenant, est-ce qu'on est tout simplement par rapport aux résultats de ce soir, notamment avec la Fed, est-ce qu'on peut effectivement avoir un trimestre solide concernant Tesla, alors que la société a fracassé tout simplement son objectif de livraison de voitures au dernier trimestre? Mais encore une fois, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les inquiétudes concernant la valorisation élevée, l'action, notamment de l'action, peuvent effectivement maintenir les investisseurs un petit peu sur la touche. En tout cas, sur la partie technique, je trouve qu'on a un niveau extrêmement intéressant sur Tesla, puisqu'on a fait ce qu'on appelle un pullback dans notre jargon technique en mensuel. C'est-à-dire que là, la bougie mensuelle de janvier 2022 est en train de toucher la zone que vous avez ici en bleu. Donc, c'est une zone de résistance qui a été franchie en octobre 2021, pullback. Le marché a un potentiel de repartir fortement à la hausse. Donc là, on est sur du mensuel. On va regarder sur de l'hebdomadaire. En hebdomadaire, alors donc après cette phase de décélération où le marché a totalement retracé, vous avez ici une zone de support extrêmement intéressante. Je pense qu'on a un point d'entrée intéressant sur Tesla. Il faut savoir que le pré-market est d'un 942, soit quasiment 30 points par rapport au prix actuel, au prix de clôture de ce mardi 25 janvier. Donc tout nous porte à dire qu'on pourrait aller chercher plus haut. Donc je suis assez optimiste sur Tesla. En journalier, alors on va regarder ensemble. En journalier, on avait un canal haussier, un canal baissier, pardon. Donc là, on a un support oblique. Je préfère vous tracer ce support horizontal qui pourrait faire office donc de rebond sur Tesla. Objectif numéro 1, selon moi, c'est les 980. Objectif numéro 2, je pense qu'on peut aller chercher les 1025. On va regarder maintenant rapidement sur du H4. H4, c'est vraiment du court terme. On est à peu près dans la même configuration que le daily. On a eu un double top ici. Donc, on pourrait chercher cette zone aux alentours de 980. Ça peut être un objectif assez intéressant. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central qui envisagent effectivement une hausse sur du court terme, à savoir que là, je suis sur du court terme. Donc, le graphique est donné sur du 30 minutes. Donc, l'analyse a été faite hier en fin de journée à
22h25, objectif 944, 957. Donc, l'objectif numéro 1 va être atteint puisqu'il ouvrira à 942 à l'ouverture de la séance américaine cet après-midi à 15h30. Deuxième objectif, 957. Donc, ça peut être un objectif intéressant que vous pouvez aller chercher. On passe sur le Dow Jones, l'indice de valeur industrielle. Donc, on va regarder ensemble Dow. Hop, donc le Dow Jones. Alors, toujours à gauche, vous avez le graphique en mensuel. Donc, bien évidemment, on attendra et on patientera effectivement les résultats de cette conférence de presse. Pourquoi le graphique mensuel ne me plaît pas forcément? C'est simplement d'abord, vous avez un surachat assez important sur cet actif, donc sur le dos, du fait, bien évidemment, par rapport à ce qui a été évoqué, la perfusion des banquiers centraux, notamment de la Banque centrale américaine. Ce qui est important, c'est cette Tenkan-sen. Pour ceux qui connaissent un peu l'Ishimoku, cette Tenkan-sen, si elle est cassée en mensuel, donc si on a une forte bougie rouge à la fin du mois, forcément, ça peut donner des signaux de retracement pour les mois suivants. Pour l'instant, le graphique n'est pas totalement terminé. On peut avoir un rebond technique aux alentours des 35 744 qui représente des 127,20% des retracements de Fibonacci. Si effectivement on passe au-dessus, on peut aller chercher les 37 700. Donc pour l'instant, on consolide. On va regarder sur de l'hebdomadaire. Sur de l'hebdomadaire, tout simplement, le marché a rebondi pile sur le nuage haussier, mais également ce niveau de support que vous avez ici, qui a été donc déterminé depuis la semaine du 27 septembre, 4 octobre, mais également la semaine du 29 novembre. Et là, on est en train de rebondir dessus. L'objectif, c'est d'aller chercher les 35 060 voilà, sur du court terme. Alors, est-ce qu'on a un double top? Ça peut être effectivement le cas. Si vous bougez un peu votre ligne de coup ici, on pourrait avoir un double top ici. La question, c'est de savoir comment se clôturera cette bougie que vous avez ici. Si la bougie clôture au-dessus de cette zone rectangulaire que je viens de vous tracer, ce qu'on appelle une zone de support ou ligne de coup si elle est franchie, à ce moment-là, on pourrait avoir une forte décélération. Juste un petit rappel sur ce qu'est un double top. Donc, un double top, généralement, lorsque vous avez ce type de configuration, c'est une forme de M, comme vous pouvez le constater. Donc, vous avez exactement la même chose. Donc, un M. Après, on a un pullback et généralement, le marché a tendance à décélérer. Cependant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que est-ce que la zone que vous avez ici est oui ou non cassée? Si c'est cassé, effectivement, ça valide ce scénario de double top. Et donc là, on pourrait avoir une forte chute derrière. Dans le cas contraire, on pourrait avoir un rebond technique. Et à ce moment-là, on pourrait chercher plus haut. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir sur le graphique mensuel. On va regarder en journalier. En journalier, comme je vous l'ai montré, on est sur des zones de support assez importantes. Des zones, voilà, donc là, le marché rebondit pile dessus. Si ça passe la Tenkan-sen, on pourrait aller chercher la Kijun aux alentours des 35 080, ce qui fait à peu près 350 points, voire 400 points par rapport au prix actuel. En revanche, si on passait sous ces zones de support majeur par rapport, par exemple, au communiqué de ce soir, et à ce moment-là, on casse le niveau de support, sachez que le prochain jour, les prochaines séances, on aura effectivement une très, très forte diminution, une forte décélération. Donc, on verra comment vont réagir les marchés ce soir à la clôture. Attention, on a une divergence haussière ici. Vous voyez que les creux sont de plus en plus bas, alors qu'ici, vous avez les creux qui sont de plus en plus hauts. Donc, ce qui annonce généralement un rebond technique pour aller chercher cette zone-là. Et sur du court terme, effectivement, ce rebond, on le voit, qui est assez important. Donc, on pourrait avoir une continuation haussière sur le Dow Jones. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes de trading central. Donc là, effectivement, l'objectif, c'est 34 900, 35 380. On est sur une analyse court terme, 30 minutes. Donc ça, c'est une analyse en intraday qui a été faite aujourd'hui à 11h20. Ensuite, vous avez effectivement… alors, juste un instant. Hop. Alors, vous avez le gold, donc le métal jaune qui continue son accélération, qui a atteint un objectif. Attendez voir juste un instant.
Voilà, un objectif de, des 1850, c'est ce qu'on avait évoqué, si vous vous souvenez bien, lors des précédentes revues de marché. Donc, en mensuel, toujours, ça aussi, l'or, il faudra le surveiller ce soir parce que, bien évidemment, il y a des corrélations inversées entre le dollar américain et le métal jaune. Donc, bien évidemment, le dollar, quand il a tendance à se renforcer, bah, l'or a tendance à accélérer et vice-versa. Donc, si les résultats sont négatifs par rapport au dollar américain, bah forcément, l'or risque de fortement grimper. Alors, attention, la bougie mensuelle n'a pas encore totalement tracé, fermé au-dessus des 38,20%, soit les 1836,65. Pour l'instant, on est au-dessus. L'hebdomadaire et le journalier peuvent confirmer un petit peu cette continuation haussière, à savoir que sur l'or, donc si vous regardez bien, on a un triangle symétrique ici. L'objectif, c'est bien évidemment d'aller chercher cette résistance oblique qui fait partie de ce fameux triangle. Donc la zone que vous avez ici, ce qu'on appelle la zone de résistance, a été franchie la semaine dernière. Et donc l'objectif, c'est d'aller chercher cette zone de résistance autour des 1860. En journalier, ce qui est intéressant, c'est que là, on a ce qu'on appelle un drapeau. Et c'est ça qui est intéressant dans ce genre de configuration. Un drapeau, pour vous expliquer un petit peu comment c'est représenté, bah, vous avez tout simplement, alors je vais vous montrer ça tout de suite, je vais essayer de voir si je peux vous le montrer. Donc vous avez ça, vous avez un drapeau. Généralement, vous avez une continuation haussière. Si je vous remonte un peu le schéma, bah, vous avez à peu près la même chose. Dans 87% des cas, le marché a tendance à accélérer par le haut et vous représentez l'objectif que vous avez à l'intérieur ici. Donc, vous voyez que vous avez un niveau, une accélération, retracement, et normalement, on accélère un peu comme vous l'avez dans ce schéma. Donc, on a un petit canal baissier, et on accélère dans 87% des cas. Ce sont bien évidemment des statistiques techniques. L'objectif, c'est bien évidemment, quand je vous l'ai montré sur de l'hebdomadaire et du mensuel, c'est bien sûr les 1860, voire 1866, voire les 1872. En plus, on a cassé sur de l'hebdomadaire, les 38,20%. Donc, ça peut donner des signaux plutôt positifs pour le mensuel et donc aller chercher plus haut en journalier. On va regarder sur du H4. Vous voyez un petit peu l'impact sur notamment l'Ishimoku, où là, le marché rebondit pile sur sa Tenkan-sen et pourrait, après ces petites phases de consolidation sur du court terme, alors je réitère, on est sur du court terme là, le marché peut de nouveau accélérer et aller chercher les zones qu'on vient de voir, notamment sur du daily et de l'hebdomadaire. On va regarder ce que préconisent les analystes Training Central qui envisagent, alors là, attention, on est sur un graphique daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation. On peut remonter dans les mois, quasiment les mois de septembre, octobre, novembre, etc. Ça a été une mise à jour qui a été faite donc, ce matin à 4h42 du matin. Tant qu'on est au-dessus des 1780, qui peut éventuellement représenter un stop loss, objectif 1880-1910. Enfin, nous allons parler donc de l'US Dollar Index. Donc, je voulais finir un petit peu sur cette valeur dans le sens où l'US Dollar Index sera bien évidemment impacté ce soir. Attendez, je vais juste vous mettre le graphique. Alors, juste un instant. Hop, le graphique, où est-il? Hop, il est là. Alors, les annonces, bien sûr, de la politique monétaire de ce soir et bien sûr de la Banque du Canada, il ne faut pas le négliger, puisqu'il sera impacté aujourd'hui, sont les événements les plus importants du calendrier que je vous ai montré tout à l'heure et de cette semaine, puisqu'il y a eu quand même des grands mouvements le lundi. Les dollars américains et canadiens sont tombés dans des fourchettes de négociations assez resserrées. On s'attend ce soir à ce que la Fed annonce une hausse des taux en mars, donc ce qui donnerait donc un coup d'envoi à une série donc, de mesures de resserrement de politique monétaire. Donc, les dernières fluctuations du marché ont réduit un petit peu les attentes d'une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion, mais au moins une hausse de 25 points est tout à fait envisageable, avec donc une prévision donc d'un resserrement de 100 points pour 2022. Donc voilà, donc ça, la dernière consolidation du dollar américain confirme un peu ses attentes, ce qui signifie que le billet vert pourrait prolonger ses gains. L'inflation continue de progresser, certes, à son rythme,
et même plus rapide que 1982. Jérôme Powell n'a pas d'autre choix que de donner donc le coup d'envoi de la première hausse de taux donc de la Banque centrale depuis 2015. Voilà, il y a toujours cette persistance au niveau des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement qui continue. Vous avez les prix des matières premières qui continuent à augmenter, qui signifie que l'inflation pourrait rester élevée pendant longtemps, voire très longtemps, sans réponse, donc bien sûr, de politique suffisante. Alors maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est la feuille de route que prendra Jérôme Powell et consorts et la Fed par rapport à tout cela. Alors, si Powell confirme que les hausses de taux commencera au mois de mars, alors ça suggérera que la Fed doit contrôler agressivement l'inflation avec plus de 3-4 cycles de resserrement. Le dollar américain devrait bien évidemment s'envoler contre toutes les principales devises, que ce soit par rapport à l'euro, que ce soit par rapport à la livre sterling, etc. Toutefois, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là pourrait déclencher une reprise des actions et des devises qui pourraient réduire donc la demande de dollars américains. Donc, Jérôme Powell pourrait laisser entendre que l'inflation pourrait se normaliser rapidement après quelques cycles de resserrement. Il pourrait souligner que les nouvelles hausses pourraient dépendre des performances aussi économiques. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est de combien l'inflation va-t-elle baisser en réaction, je dirais, aux premières mesures de resserrement. Est-ce que ce sera, et même si c'est le cas, je dirais, est-ce que ça sera suffisant? Si la Fed maintenant pense que la baisse pourrait être rapide et significative, bah, les orientations pourraient être pourraient être moins violentes. En revanche, si elle pense qu'il faudra des efforts agressifs pour modifier donc la tendance des prix, alors une orientation nettement hawkish pourrait être justifiée. Donc l'orientation de la Banque centrale déterminera donc non seulement l'évolution des devises étrangères, mais des actions aussi après le FOMC, mais aussi pour le reste de la semaine, voire les semaines à venir. Alors, en tout cas, au niveau technique, je vous ai parlé de ce fameux double bottom à demande de reprise, donc en mensuel depuis janvier 2018, mais également le mois de décembre 2020, également en mai et juin 2021, double bottom qui a été notamment validé. Donc, double bottom, généralement, vous avez ce type de configuration. Vous avez exactement la même configuration. Vous partez d'en haut, vous faites un W, pullback et accélération derrière. Vous avez exactement la même chose. W ici, pullback et accélération derrière. Maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce que l'objectif a été atteint? Pour déterminer l'objectif, c'est vous reporter exactement ce que vous avez à l'intérieur de ce W. Et vous le reportez au-dessus pour déterminer les objectifs. Donc, on pourrait effectivement avoir une continuation haussière pour vérifier si c'est bien ça. Oui, ouais, vers les 97-80. Donc, ça serait un objectif. Mais pour pouvoir confirmer tout cela, il faut bien évidemment valider le franchissement, donc le franchissement de cette zone que vous avez ici. Vous voyez, ici, vous avez un plat qui est assez important. Donc, il faudrait d'abord franchir cela. Et à partir du moment où vous franchissez ce niveau-là, alors là, on pourrait avoir de nouveau une nouvelle accélération sur, bien évidemment, donc le dollar américain. Et donc, aller chercher des objectifs plus importants, donc les 97-80 dans un premier temps. Mais attention, on a quand même un marteau ici, marteau inversé, pardon, après une accélération, on a un marteau ici. Donc, ce qui pourrait effectivement supposer que le marché pourrait éventuellement retracer. Alors, attendez, je vais voir si j'arrive à vous montrer. Ah non, je ne l'ai pas ici. Hop. Non, je n'ai pas le marteau. Je voulais vous le montrer. Bon, je ne l'ai pas dans cet ordinateur, mais je vous le montrerai éventuellement dans un second temps. Ah si, je l'ai. Voilà, c'est plutôt, non pas un marteau, mais plutôt un pendu. Pardon, c'est pas un marteau, ni un marteau, ni un pendu, c'est plutôt une étoile filante que vous avez ici, que je vais vous montrer tout de suite, qui est le graphique, qui est que vous avez ici. Donc, c'est un chandelier assez particulier qui, et lorsqu'on a une résistance au-dessus, généralement a tendance à faire chuter les marchés. Mais pour cela, il faut que, bien évidemment, ça bloque sur cette zone que vous avez ici. Si ça continue de bloquer, le marché peut effectivement chuter le mois prochain
Et donc, l'euro-dollar, le GBP-USD, l'AUD-USD, le NZD-USD pourraient rebondir fortement. Donc, tout dépend bien sûr des résultats de ce soir, mais également de la confirmation de cette bougie mensuelle. Alors, la bougie mensuelle se terminera bien sûr dans quelques jours, puisqu'on est le 26 aujourd'hui. Là, pour l'instant, l'US Dollar Index, donc le DXY, continue son ascension pour aller chercher les 96,65, donc la zone que vous avez ici. Ensuite, c'est la zone des 97,40 et ensuite, c'est la zone des 98,85 à peu près. Ce sont des zones à laquelle le dollar américain pourrait aller chercher. Encore une fois, tout dépend des résultats de ce soir. En journalier, on a eu effectivement ici, alors on a ici donc une accélération depuis qu'on a cassé cette résistance pour aller chercher voilà, 96,30, voire plus haut par rapport à ce que je vous ai montré juste avant. Voilà, donc je vais vous montrer ce que préconisent les analystes Training Central qui préconisent en tout cas sur du daily, le graphique est toujours journalier, 97,20 voire les 98,30, c'est un peu ce que je vous ai montré, tant qu'on est au-dessus des 94,50. En revanche, si on passait en dessous des 94,50, à ce moment-là, le marché pourrait retracer. Voilà pour ce mercredi 26 janvier 2022. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau briefing.